Fini, monsieur gentil. C'est par ces mots en lettres majuscules que Donald Trump, sur son réseau social, a de nouveau menacé de détruire l'Iran le 19 avril, alors que des négociations doivent se tenir au Pakistan entre les États-Unis et l'Iran et que le cessez-le-feu est censé prendre fin ce 22 avril. Depuis son retour au pouvoir en janvier 2025, Donald Trump, sur les dossiers diplomatiques, qu'il s'agisse de la guerre en Ukraine, dans la bande de Gaza ou en Iran, alterne face aux différents acteurs entre violents ultimatums et revirements successifs, promettant à chaque fois une résolution rapide des conflits. Alors, dans ces conditions, comment comprendre la diplomatie menée par le président américain ? Donald Trump est-il devenu impuissant ? Sa politique a-t-elle seulement un sens ? Deux invités pour en débattre ce soir. Gallagher Fenwick, bonsoir. Bonsoir Quentin. Vous êtes journaliste, éditorialiste de politique internationale. Face à vous, Corentin Célin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur agrégé d'histoire en classe préparatoire au lycée Carnot de Dijon, spécialiste des États-Unis. Vous êtes par ailleurs chroniqueur de la politique américaine pour lesjours.fr. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir. L'Iran tout entier pourrait être anéanti en une seule nuit. Et cette nuit pourrait être demain soir. Nous avons un plan selon lequel chaque pont sera anéanti d'ici demain à minuit. Et chaque centrale électrique sera hors service. Et cela pourrait se dérouler sur une période de 4 heures si nous voulons. Nous avons parlé du Hamas et du désarmement. On leur accordera un délai très court pour qu'ils se désarment. Mais s'ils ne se désarment pas comme ils s'y sont engagés, alors ils paieront le prix fort. Nous ne voulons pas en arriver là, mais ils doivent se désarmer et dans un délai relativement court. L'une des raisons pour lesquelles vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour entendre que nous sommes très mécontents de la Russie et que nous allons imposer des droits de douane très sévères si nous n'avons pas un accord d'ici 50 jours. Des droits de douane d'environ 100%. La voix, les mots de Donald Trump. Alors entre coups de pression, promesses de destruction, dates limites repoussées maintes fois, promesses non tenues, la politique de l'ultimatum décrédibilise-t-elle Donald Trump ? Gallagher Fenwick pour commencer. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que l'ultimatum, comme le mot l'indique, est censé être un outil de coercition. C'est-à-dire que c'est le couperet qui tombe et qui doit forcer la partie adverse à prendre une décision. En l'occurrence, Donald Trump s'en sert tellement et les repousse dans ce cas précis sine die qu'en fait l'outil de coercition finit par devenir un outil de concession. Et j'évite soigneusement le terme de capitulation parce qu'il va cristalliser énormément de passion. On ira peut-être vers ça, mais plus tard dans la conversation. De concession ? Bien sûr, parce que vous enjoignez les Iraniens de venir à la table des négociations, vous exigez qu'ils rouvrent de manière permanente, comme vous l'avez annoncé urbi et orbi, et par vous, j'entends Donald Trump, sur votre réseau social quelques 48-72 heures avant. Et ces derniers ne le font pas. Au contraire, ils interceptent à nouveau des navires et ils maintiennent leur position sur les détroits d'Ormuz et au motif qu'il faudrait leur permettre de se retrouver, de consolider une position commune parce qu'effectivement, il y a des divisions au sein du régime. Vous repoussez cela sine die. Par ailleurs, on a quand même le sentiment avec Donald Trump, et j'en termine par là, que quand il ouvre sa boîte à outils géopolitique et diplomatique, il y a finalement assez peu d'outils qu'il ne cesse d'utiliser les mêmes et très souvent de la même manière. Vous êtes du même avis, Corentin Célin. Au fond, l'ultimatum, autrefois, c'était l'outil de la puissance. Désormais, c'est l'expression d'une faiblesse. Effectivement, ça renvoie aussi au concept, central de Donald Trump et à sa vision du monde, qu'il ne cesse de marteler, la paix par la force, donc imposer en permanence un rapport de force, et ici par la violence guerrière. Et on voit bien que dans le cas de l'Iran, dans le cas de la guerre en Iran, il pensait pouvoir reproduire ce qui lui avait réussi, entre guillemets, au Venezuela, c'est-à-dire un déploiement de force très rapide, très spectaculaire, aboutissant à un résultat également spectaculaire et donc permettant de faire ce qu'il adore, c'est-à-dire faire un récit de victoire, de triomphe. Le problème, c'est qu'ici, on voit bien que malgré le déploiement de la force militaire, ça n'a pas été suffisant pour faire plier le régime dictatorial iranien et que là, il se retrouve dans un cas de figure, et aussi ça on y reviendra sans doute,
sur une durée qu'il ne maîtrise pas. C'est la première fois qu'il doit gérer une guerre aussi longue. On entre dans un temps plus long. Donald Trump, c'est un homme de l'instantané, du tweet, du temps bref. Et on voit que il est peut-être un peu démuni. Et on retrouve effectivement, comme le disait Gallagher Fenwick, un peu cette... il revient tout le temps aux mêmes recettes, mais là, ça fonctionne pas, ça fonctionne plus. Comment lisez-vous, Gallagher Fenwick, la situation actuelle au Moyen-Orient avec des négociations qui ont du mal à être organisées, l'Iran qui menace de ne pas y participer, une administration américaine qui tente malgré tout de mettre de l'eau au moulin et du grain à moudre, comme on dit. Alors comment vous lisez les choses ? Est-ce que l'Iran est en train de prendre le dessus ? En fait, ce qui est compliqué, si vous voulez, c'est que d'un côté, l'administration américaine se comporte comme si la guerre n'avait pas eu lieu, tandis que la théocratie iranienne se comporte comme si elle l'avait gagnée, et de manière irréfutable. Et ça rend l'espace de la négociation extrêmement fragile, et le delta qui sépare ces deux positions de plus en plus grand. Et les élucubrations erratiques, pour euphémiser la chose, du président américain sur son réseau social ne déstabilise pas les Iraniens, ça les conforte au contraire dans cette idée qu'ils entretiennent et qui les habite au moment de réfléchir à l'obligation ou non, et là c'est la deuxième option en l'occurrence pour eux, de se rendre à Islamabad. Il ne faut pas oublier la médiation pakistanaise avec d'autres nations qui participent également. Et cela, ça fait que les éventuels points de convergence, aussi ténus soient-ils, sont de plus en plus difficiles à trouver, quel que soit le sujet, et celui qui est désormais nodal, matriciel, qui n'existait pas avant cette guerre, et alors qu'Américains et Iraniens négociaient, c'est le détroit d'Ormuz. Donc, quand vous rentrez dans un processus de négociation, la première chose, c'est de se mettre d'accord sur le format. Les Pakistanais, il faut le saluer, et c'est quand même très original, on pourra revenir dessus, ils sont parvenus, mais en arrivant à la table, il y avait, avant cette guerre, tout un tas de problèmes. Il y en a un en plus, et il est absolument colossal, et il a des impacts majeurs, pas nécessairement là où on le croit. Il y a quand même un grand mystère, Corentin Célin, sur ce détroit d'Ormuz. Vous allez peut-être nous aider à l'élucider. Donald Trump, son administration, les diplomates autour de lui, avant d'entamer cette guerre, n'étaient pas au courant que ce détroit existait, qu'il représentait pour l'Iran un moyen de pression considérable qui permet aujourd'hui à ce pays de retourner cette guerre ? Alors, vous renvoyez à un point central, c'est-à-dire que Donald Trump a changé complètement la manière d'exercer la présidence en politique étrangère et de défense en se débarrassant en grande partie de l'expertise. Il faut par exemple savoir que le Conseil de sécurité nationale, qui avait été créé en 1947 pour justement fournir au président de l'expertise, des options, de la réflexion stratégique, a perdu environ 2/3 de ses membres en 2025 dans cette opération. On s'en souvient, en particulier avec Musk, de dégraissage de l'État, parce que considéré comme un État profond, ennemi, donc d'experts qui empêchaient Trump d'être Trump. Ils ont viré 2/3 des experts. En tout cas, le nombre de membres, oui, il y a on estime qu'il y a environ 2/3 des membres du Conseil de sécurité nationale qui ont été déplacés, au moins. Et donc, aujourd'hui, on a, et au département d'État, qui est l'équivalent de notre ministère des Affaires étrangères, on a eu la même manière des purges très importantes d'experts, en particulier sur le Moyen-Orient. Et donc, aujourd'hui, on a un président qui est presque seul, ça c'est un premier point, entouré d'un tout petit cercle. On sait qu'aujourd'hui les réunions se passent avec qui ? Elles se passent avec Marco Rubio, qui d'ailleurs assume, c'est quand même assez rare dans l'histoire, la charge de conseiller à la sécurité nationale et de secrétaire d'État. Donc on voit bien, il y a... Le portefeuille est large. Il y a le chef d'état-major interarmes, le général Kane, il y a Radcliffe, le patron de la CIA, et ce qui est intéressant, et c'est le deuxième point, et j'en finirai là, c'est que parfois, par exemple, Radcliffe, le patron de la CIA, n'était pas totalement d'accord avec l'attaque sur l'Iran. Et en tout cas, il avait rejeté en partie ce qui avait été présenté à la Maison-Blanche par le Premier ministre israélien Netanyahou. Eh bien, on voit bien que le président, quand il y a encore de l'expertise, il ne l'écoute pas forcément. Parce que il suit ses instincts, et il faut se rappeler qu'il a été élu en 2024 avec son équipe qui a dit « il faut laisser Trump être Trump ».
voilà, on fait ça, mais en politique étrangère maintenant. Je reste un instant sur le sujet central de l'expertise Gallagher-Fenwick. Ce qui est frappant dans ces négociations, c'est aussi l'asymétrie en matière d'expertise, justement, entre les États-Unis et l'Iran. L'Iran envoie ses plus grands experts en matière nucléaire, en matière stratégique, en matière commerciale au Pakistan pour négocier. Les États-Unis envoient 3 responsables spécialistes de promotion immobilière, si je caricature. Alors, 2 plus 1, parce que c'est J.D. Vance qui est vice-président. Et effectivement, il est flanqué de Jared Kushner et Steve Witkoff. Je pense que c'est à eux que vous faites référence. Il y a un mème qui a beaucoup circulé en ligne sur le nombre de doctorats qu'il y avait dans la délégation iranienne versus l'absence flagrante de ce qui viendrait sanctionner effectivement une expertise académique, tout du moins. C'est frappant. Du côté des États-Unis. Et il y avait une délégation effectivement très, très fournie du côté iranien qui avait probablement un mandat pour discuter et décider sur beaucoup de points. Alors que du côté américain, le nombre de coups de fil de J.D. Vance au patron, Donald Trump, a été très remarqué, ce qui veut sans doute dire qu'il avait, un périmètre exécutif assez limité. Sur la notion d'expertise, vous savez, on a beaucoup et on continue de lutter pour définir en fait ce qu'est la substance du Trumpisme. Et je pense qu'il y a une idée du flairisme, c'est-à-dire cette idée de faire de son flair quelque chose de matriciel dans son approche, tous les sujets, qu'ils soient domestiques ou à l'international. Et vous pouvez opposer cela à l'expertise qui est, et sans doute par paresse, mais vous pouvez conceptualiser cela, incite à la méfiance, parce que comme le disait Corentin Célin, ce sont des gens avec des idées compliquées. Ça renvoie à une présidence en particulier, celle de Barack Obama, qui était un personnage ultra cérébral, ultra diplômé, et donc élitiste. Et tout ça, c'est l'anathème dans le milieu MAGA, l'expertise, le caractère cérébral, l'intellectualisme l'élite. d'une manière générale. Exactement, il faut s'en méfier parce que ce sont des gens tordus avec des idées compliquées qui sont là pour vous flouer. Et Donald Trump est persuadé qu'avec son seul instinct, et ça lui a permis quand même de remporter la présidence 2 fois, il peut appliquer cette même recette, j'en reviens à cette boîte à outils, ça va marcher tout le temps. Sauf qu'il a en face, et j'en termine par là, et on met de côté l'aspect moral donc de ce qui est représenté par cette délégation iranienne, des gens qui sont sacrément madrés, des gens qui sont là parfois depuis des années, voire des décennies, qui ont participé aux négociations du JCPOA qui ont duré plus de 2 ans, 2013 à 2015, ça c'est l'accord sur le nucléaire, des experts sur les matières fissiles, sur le balistique, sur la manière dont s'articule la relation entre Téhéran et ce qu'on appelle l'axe de la résistance, donc les forces mandataires, les proxys en mauvais français, et d'autres sujets connexes. Et face à eux, effectivement, vous avez des gens qui, alors eux, sont experts de tout, donc de rien, parce que ce sont ces mêmes personnages qui sont sur Gaza, sur Moscou, sur Téhéran, demain peut-être sur Cuba, qui avant-hier étaient sur Maduro et le Venezuela, et qui, à coup de jet privé, se déplacent d'une capitale à l'autre pour improviser sur tous ces sujets au gré des humeurs du patron de la Maison-Blanche. Corentin Célin. Oui, j'ajouterais, pour prolonger ce que vient de dire Gallagher-Fenwick et ce que je disais moi-même, il ne faut pas oublier que Donald Trump a gardé un très mauvais souvenir de son premier mandat, qui aujourd'hui apparaît un petit peu comme une forme de premier essai, de brouillon, parce que justement, dans le Conseil de sécurité nationale avait été un petit peu un des garde-fous principaux de sa présidence. On voit bien aujourd'hui d'ailleurs le rôle de critique officielle qu'assume John Bolton, qui avait été le patron, conseiller de sécurité nationale, et qui, avec quelqu'un comme Fiona Hill, par exemple, avait empêché Donald Trump, qui avait déjà des idées, par exemple, de sortir de l'OTAN. Ça avait été en jeu, et on lui avait dit, en quelque sorte, non, monsieur le président, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça comme ça. Et aujourd'hui, il faut bien se rendre compte, c'est que il y a plus personne pour dire on ne peut pas faire ça, parce que justement lui s'estime premièrement légitimé par le vote populaire, ça il y revient tout le temps, de 2024, le fait d'avoir remporté une majorité populaire. Deuxièmement, et ça peut-être qu'on en dira un mot, il y a quand même aussi une dimension religieuse, messianique, dans cette... il pense être habité par une volonté divine, et
autour, plus personne n'est là pour dire non, ça ne se fait pas en toute rationalité. Et c'est aussi, ça produit ce qu'on est en train de voir ici. Vous avez levé le doigt, Gallagher Fenwick. Deux choses. Sur le Conseil de sécurité nationale, pour situer cette parole, j'allais dire géographiquement, il faut comprendre le caractère vital, fondamental dans l'appareil exécutif américain. C'est-à-dire que le bureau, il est à 2 portes du bureau ovale, du conseiller, du patron donc de Marco Rubio. Et il est également secrétaire d'État. Donc vous avez, rien que dans ces 2 casquettes, une contradiction qui est éclatante, puisque le secrétaire d'État, c'est un type qui est censé passer sa vie dans les avions pour justement sillonner le monde afin de soit jouer les gendarmes, soit porter la parole présidentielle ou états-unienne à travers le monde, alors que le conseiller à la sécurité nationale, c'est un type qui, H24, doit avoir physiquement accès au président. C'est pas quelqu'un qui l'appelle, c'est quelqu'un qui vient le voir, qui a autorité pour interrompre n'importe quelle réunion, parce qu'il y a des enjeux de sécurité nationale. J'ajoute au passage, je crois qu'il a pu se dire, mais qu'il était également secrétaire national aux archives, espèce de titre, on va dire annexe, mais c'était presque une plaisanterie, et ça dit en fait que Donald Trump, il estime qu'il est son propre conseiller à la sécurité nationale. Donc il fallait mettre quelqu'un dans l'organigramme après que Tim Walz, qui était l'ancien occupant de ce poste suite au scandale Signalgate, vous savez, le journaliste intégré dans une boucle fermée sur les opérations au Yémen, avait été viré ou poliment envoyé vers les Nations Unies, ce qui dit aussi ce que Donald Trump pense. Signal, c'est une forme de WhatsApp oui, d'une autre qui est marque, davantage crypté ou mieux chiffré. Donc, si vous voulez, on comprend quand on regarde ça, ne serait-ce que géographiquement, effectivement, que tout se centralise autour de la personne de Donald Trump. Juste une toute petite, je ne sais pas si c'est une nuance. En fait, il y a un article qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est assez creusé de la part de Maggie Haberman et Jonathan Swan sur la prise de décision par Donald Trump par rapport à l'Iran. Et ce qui en ressort, c'est que tous les gens qu'il y a autour de lui et qui ont été cités par Corentin Célin, et notamment Dan Kane, le chef d'état-major, mais aussi effectivement John Ratcliffe, le patron de la CIA, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas dire non à Donald Trump. Donc en fait, ils ont quand même un point de vue à défendre, et c'est un peu comme en aïkido, il faut utiliser la force de l'adversaire pour le faire tomber. Donc vous ne dites jamais non, vous dites oui, mais monsieur le président, est-ce que je peux ajouter une phrase? Alors Radcliffe, il va un peu plus loin en disant que ce qui a été présenté par Netanyahou est, je cite, une farce, mais effectivement Donald Trump, c'est dur, voire impossible de lui dire non. On a parlé, Corentin Célin, des experts d'une manière un peu désincarnée, mais que pense spécifiquement le corps diplomatique? Ces diplomates aujourd'hui dépossédés de leur mission, de leur fonction, pratiquement de leur raison d'être, même aux États-Unis. Mais précisément, le problème, c'est que ils ne pensent plus. Enfin, pour la plupart, ils ne pensent plus parce qu'ils ne sont plus là. Déjà, il faut vraiment se rendre compte. Il y a eu vraiment une opération de dégraissage de l'État. Ils ont quitté l'administration, les services publics, l'État. Il y a une réduction des effectifs de l'État et qui a été particulièrement manifeste au département d'État. Et ceux qui restent sont choisis, il faut rappeler qu'aux États-Unis, les postes les plus hauts dans chaque administration sont nommés par le président, et ce qui caractérise les nominations faites par Donald Trump depuis janvier 2025, c'est la loyauté absolue au chef. On a eu une scène alors, qui ne concerne pas exactement notre sujet, mais qui est très cette semaine. Il y avait un juge qui a été nommé donc par Donald Trump, donc qui a été installé comme juge fédéral et qui passait son audition au Sénat. Les sénateurs démocrates lui ont demandé des dizaines de fois qui a gagné l'élection 2020, et il a refusé de dire explicitement que c'était Joe Biden et que Trump avait perdu. Et c'est ce type de loyauté qu'il a installé partout, au sommet de l'État, dans les nominations politiques, y compris dans les nominations diplomatiques et de renseignement. On parle de Radcliffe, le patron de la CIA. Radcliffe, c'est un homme qui a toujours été très proche de Trump, qui est un grand fidèle de Trump. On sait qu'il a installé Tulsi Gabbard, j'allais dire aussi fidèle, zélé parmi les zélés. Et donc, ça vous explique que ceux qui sont là ne disent rien parce qu'ils ont souvent été choisis d'abord par leur loyauté aussi. Alors ça, il faut le dire, c'est pas au chef et à la doctrine America First. Et dans la doctrine America First, il y a aussi l'idée que Trump ne peut pas avoir tort et qu'on suit le chef. J'en reviens au point que vous avez soulevé un peu plus tôt, Corentin Célin, la question du temps long, de cette difficulté pour Donald Trump, pour le président états-unien, à appréhender ce temps long, à le gérer. Pourquoi ce temps-là joue-t-il contre lui, au fond, Gallagher Fenwick? 2 raisons. La première est l'évidence, elle est biologique.
C'est que Donald Trump, il a son âge, donc son temps, il est compté. C'est-à-dire que lui aussi, il va vers un regime change, mais au sens, j'allais dire, naturel et biologique du terme. Et puis, Ça, je m'arrête là-dessus, ça fait partie, selon vous, c'est une évidence quand vous le dites, mais je ça pense, fait partie de sa façon d'organiser les choses? Est-ce qu'il a conscience de sa finitude? Sans doute. Les médecins qui osent lui dire la vérité, il n'y en a peut-être pas beaucoup, lui rappellent peut-être. Et par ailleurs, il y a aussi l'époque. Donald Trump, c'est un homme de son époque. Et l'époque est celle de l'instantanéité. Je ne vais pas citer la marque qui permet d'appuyer sur un bouton et d'avoir l'objet désiré 24 heures plus tard dans sa boîte aux lettres. Mais Donald Trump, il s'inscrit dans cette époque-là, c'est-à-dire le souhait de l'immédiateté et la réalité de l'immédiateté. Corentin Célin, tout à l'heure, touchait du bout des doigts ce qui a conforté Donald Trump dans cette idée, c'est le Venezuela. Et il en parle tout le temps. L'idée qu'en 45 minutes chrono, il a changé la tête d'un pays. Donc il y a en fait presque une double fascination. Celle, vous et moi, on a peut-être ce bouton pour commander, je ne sais pas, un livre, un stylo, une babiole ou quoi. Donald Trump, il a ce même bouton, mais lui, il peut changer un président grâce à ce bouton. Et ça se passe en un claquement de doigts. Et ça, c'est un schéma dont il ne comprend pas, qu'il ne peut pas l'appliquer partout, tout le temps. C'est cela, Corentin Célan, son premier échec à Donald Trump, c'est de ne pas reproduire en Iran ce qu'il a, entre guillemets, réussi à faire au Venezuela? C'est absolument, par exemple, ce qui ressortait d'un article, un autre article qui a fait beaucoup de parler ce week-end du Wall Street Journal, qui était vraiment très très bien sourcé et renseigné sur la prise de décision de Donald Trump. Et ce qui ressortait, c'est effectivement un homme qui, pour la première fois, doit s'inscrire dans le temps long, dont il faut rappeler qu'il n'a jamais gouverné un État, il n'a jamais été sénateur, il n'a jamais fait de politique, et tout à coup, il découvre les contraintes de la diplomatie au long cours, de la conduite de la guerre. Et là, c'était intéressant parce que par rapport au Donald Trump déchaîné, enthousiasmé par son succès au Venezuela, tout à coup, on voyait dans l'article du Wall Street Journal qu'il était hanté, littéralement hanté, par l'exemple de Jimmy Carter qui, en 1980, s'est cogné sur la crise des otages iraniens qui a coûté très cher, et aussi sur le second choc pétrolier lié à la révolution islamique iranienne. Et on voyait un petit peu un Donald Trump tout à coup confronté au tragique de l'histoire et se dire mais mince, je pourrais devenir Jimmy Carter, parce qu'on parlait du temps. Il faut rappeler, et ça les Iraniens le savent parfaitement, dans 6 mois et demi, on a les midterms, on a les élections de mi-mandat, et dans l'état actuel des choses, je dis bien là au moment où on se parle, Donald Trump, qui est un fin politique au sens tacticien, il sait très bien que s'il va aux midterms avec ses chiffres de popularité actuels, aujourd'hui on a un sondage très fiable, Associated Press, il est à 33% d'approbation. Pour un président américain, c'est le fond du fond, là on commence à creuser le fond. Les midterms risquent d'être un carnage, donc il le sait très bien, et donc maintenant il doit déployer sa pensée dans ce temps long et prendre en compte la contrainte des midterms, et on voit cette angoisse de devenir un nouveau Jimmy Carter, c'est-à-dire un loser pour lui, c'est-à-dire vraiment quelque chose qu'il déteste par-dessus tout. Vous avez évoqué Gallagher Fenwick en préparant cette émission avec l'équipe de questions du soir. Au fond, l'idée selon laquelle c'est l'idée même de puissance qui est viciée chez Donald Trump. Il aurait une vision moyenâgeuse de la puissance, fondée uniquement sur la force, sur la dimension militaire. Au fond, il n'y aurait que l'armée qui ferait la puissance. Ce serait une idée totalement faussée dans le monde contemporain. Mais je crois, oui, alors c'est à creuser, mais c'est effectivement ce que je propose. Je pense qu'il confond la force et la puissance. Vous n'avez pas de puissance sans force, mais la force pure ne vous confère pas la puissance. Et par la force, j'entends l'accumulation de moyens militaires, matériels, humains, afin de contraindre l'adversaire, le compétiteur, l'ennemi à la capitulation et donc à vous donner raison, quelle que soit la nature du conflit. Or, ce qu'il découvre à son corps défendant face aux Iraniens, c'est que eux ont beaucoup moins de force, ils se retrouvent dans un schéma asymétrique et qui finit par devenir une ornière et un piège où, en fait, il se dit « Ok, on a tapé fort,
ça n'a pas marché, on va taper encore plus fort. Sauf que là, il est dans une situation où, comme on dit dans le jargon militaire, la banque de cibles est un peu épuisée. Donc, soit on opte pour des crimes de guerre parfaitement assumés en allant cibler ce qu'on appelle de l'infrastructure à double usage, donc des ponts, des centrales électriques, tout un tas de choses qui peuvent être utilisées effectivement. Soit, et comme le disait très bien Corentin Célin, il n'a pas de bonne solution parce que tout est long. Soit la guerre sera longue, et ça, c'est pareillement, ça fait partie des anathèmes dans le mouvement MAGA. Je dirais, il a quand même fait campagne très explicitement, et on est abreuvé de clips, que ce soit de sa part ou de J.D. Vance là-dessus. Soit il rentre dans un processus de négociation qui est extrêmement long, et pareillement, ça n'est pas bon pour lui, ça n'est certainement pas son sport favori. Et donc, à cette force pure, vous opposez effectivement la puissance, qui est un mélange entre de la force, de la diplomatie, de la manœuvre, de l'agilité et une autre qualité que Donald Trump n'a pas, l'humilité. Celle de reconnaître que la négociation va nécessiter des compromis, des concessions, mais qu'il y a toujours en diplomatie un delta important entre l'objectif, donc ce qui est souhaitable, et le réaliste, ce qui est faisable. Et c'est cette transition pénible et périlleuse qu'il faut opérer entre les deux. Corentin Célin. Oui, parce qu'il faut rappeler quelque chose. La situation actuelle, le rapport de force créé par le début du conflit n'est pas défavorable aux États-Unis, et il y aurait sans doute quelque chose à jouer, on le voit dans la division en cours dans le régime dictatorial iranien entre... C'est un conseil pour Donald Trump ? Non, c'est pas un conseil, mais entre des gardiens de la révolution jusqu'aux boutistes et peut-être des personnages comme par exemple le ministre des Affaires étrangères iranien plus favorables à la négociation. Donc le régime est incontestablement affaibli en Iran, il y aurait quelque chose à jouer, mais ce qu'on a vu sur le premier volant de négociation, c'est comment voulez-vous qu'une négociation diplomatique puisse se passer, j'allais dire, correctement pour les États-Unis, si le vice-président, donc J.D. Vance, qui est là-bas, qui doit négocier, doit rendre compte sans arrêt à Donald Trump, qui passe son temps à tweeter, à parler à la presse, à lancer des phrases, puis à les retirer. Je veux dire, on a vu qu'il y avait un peu une sorte de contradiction au sein des États-Unis entre le besoin de calme et de secret quand même de la négociation diplomatique de tout temps, et la pratique trumpiste qui est faite d'une parole publique quasiment 24 heures sur 24. Et on voit que donc sa pratique peut affaiblir la position de négociation américaine. Laissez-moi me faire quand même l'avocat de la stratégie de Donald Trump. Est-ce que la dimension erratique du personnage, sa capacité à créer de l'incertitude permanente, est-ce qu'il n'y a pas là, Gallagher Fenwick, un atout considérable tout de même en matière de relations internationales et de rapports de force ? L'exercice qui consiste en fait à identifier un objet stratégique dans la pensée de Donald Trump, c'est toujours s'adonner à des contorsions pour identifier une tendance, un héritage, une source ou quoi. On peut se rejoindre sur le fait que ces discours soient instables. Non, bien sûr, mais je pense qu'en fait, tout à l'heure je parlais de ce schéma asymétrique qui est typiquement celui du faible au fort, et que les Iraniens, en arrosant et en régionalisant le conflit, ont transformé en stratégie du fou au fort. Donald Trump dit très bien, vous allez vous retrouver avec une stratégie du fou au fou. Et c'est là qu'on retrouve ce caractère erratique et donc le fameux blocus au carré. Vous faites un blocus, je fais un surblocus. Mais ça n'a aucun sens. C'est un peu comme un prisonnier, si vous voulez, qui souhaiterait priver le maton, le gardien, de la possibilité de fermer la porte et bétonnerait lui-même sa cellule. D'accord, vous avez peut-être repris une partie de votre destin en main, mais vous restez prisonnier. Et Donald Trump, il est prisonnier de cette situation du détroit d'Ormuz. Et ce n'est pas en surbloquant qu'il va s'en libérer. Donc ça a un impact sur le régime, mais j'ai énormément de mal, même en étant clément face à cela, à y trouver, je veux dire, une forme de génie stratégique. Corentin Célin. Oui, parce que
On renvoie toujours à la fameuse stratégie ou théorie du fou qu'avait mis en place Richard Nixon lors de son élection en 1968 et au début de son premier mandat pour forcer le Viet Minh à l'époque communiste du Nord-Vietnam à venir à la table des négociations. Il avait dit en fait il faut que je les menace de bombardements massifs, que je leur montre, que je leur fasse croire que je suis capable vraiment du pire, pour qu'ils acceptent de négocier et de faire des compromis. C'est l'équivalent de je vais éteindre la civilisation perse. Oui, mais à 2 nuances près. Premièrement, il y a les mots. Je pense qu'un président des États-Unis qui promet d'anéantir une civilisation, quelle qu'elle soit, on sort quand même de la tradition, au moins fixée depuis Franklin Roosevelt, d'une diplomatie américaine qui défend la liberté, les 4 fameuses libertés et la démocratie. Donc ça, premièrement, et deuxièmement, Nixon, il avait la crédibilité d'avoir été le vice-président d'Eisenhower, d'être l'homme qui avait discuté avec Khrouchtchev en 59. Enfin, il avait une réputation d'homme d'État, donc il était crédible dans le rôle. Il faut penser quand même à quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, les Iraniens, ils peuvent se dire... Donald Trump, quand il s'est mêlé du dossier nord-coréen lors de son premier mandat, il avait dit, je le cite, il avait fait un tweet, « Ce n'est plus un problème, le nucléaire nord-coréen. » Effectivement, ce n'est plus un problème. Aujourd'hui, la Corée du Nord est parfaitement proliférante et représente même sans doute aujourd'hui une menace pour les États-Unis. Donc, on a vu aussi comment il a été, il faut bien le dire, manœuvré par Vladimir Poutine de manière quand même assez manifeste depuis le début de son second mandat. Donc les Iraniens peuvent se dire... il est plutôt, entre guillemets, excusez-moi l'expression, bon à jouer, et en tout cas, il n'est pas crédible. Il faut être crédible aussi pour jouer cette théorie du fou et cette stratégie du fou. Et c'est peut-être ce problème de la crédibilité qui se pose maintenant. Je m'arrête un instant sur ce registre de la folie, sur ces rumeurs par ailleurs qui circulent sur la santé mentale de Donald Trump. Est-ce que c'est une bonne façon en tant qu'expert, chercheur, analyste, journaliste de lire les choses, de tenter de comprendre ce qui se passe, de psychologiser un responsable politique ? Je trouve ça toujours ambivalent, Gallagher Fenwick. Moi, j'ai une réponse claire à ça. Non, ma capacité d'analyse, elle s'arrête à la boîte crânienne d'une personne. Comprendre ce qui se passe à l'intérieur, je n'ai pas les compétences pour, et donc je ne vais pas les appliquer à des personnages politiques. Je pense que ça a un intérêt, me semble-t-il, assez limité. Deuxièmement, il faut juste rappeler une chose, c'est que les Américains, ils ont perdu la guerre au Vietnam. Donc la stratégie du fou, je veux bien, mais elle n'a pas produit l'effet escompté au final. Ensuite, et je voudrais juste très rapidement m'arrêter là-dessus, quand Donald Trump menace, je cite, d'effacer une civilisation, en fait, il est en train de s'attaquer à la civilisation américaine. Quand vous faites ce genre de menace, vous vous attaquez, et Corentin Sellin l'a expliqué, à des valeurs fondamentales du pays et de son héritage que vous représentez. Et la menace existentielle, aujourd'hui, elle est là-dessus. À travers le détroit d'Ormuz, vous avez des menaces stratégiques pour les États-Unis. On est en train d'en parler. Le fait que la parole du président des États-Unis soit dévitalisée, décrédibilisée, ça c'est fondamental et c'est majeur. Le fait que les Américains, qui depuis plus d'1 siècle sont garants à l'échelle mondiale de la liberté de navigation, ne soient pas en mesure de la faire respecter dans un endroit aussi nodal que le détroit d'Ormuz, c'est majeur. Et dernièrement, la liberté de navigation, c'est quoi ? C'est juste une petite chose, c'est la mondialisation. Et quand les Iraniens sont capables de bloquer 20% des exportations à la fois de gaz, de GNL et d'une part considérable d'engrais et d'autres éléments essentiels comme l'hélium, etc., c'est un coup sévère porté à la mondialisation, dont les Américains sont pareillement les garants dans une certaine mesure. Vous souhaitiez réagir, Corentin Sellin, sur la thématique de la folie ? Oui. Alors déjà, premièrement, bien indiqué, quand on parle de stratégie du fou, c'était justement Nixon, j'espère avoir été clair, il jouait au fou. C'était pas du tout à vous que je l'attribuais, c'était vraiment sur... il jouait au fou. Sur l'esprit ambiant, parce que les rumeurs circulent. Alors, moi, j'ai toujours fait la même réponse, et qui est exactement la même que celle que Gallagher Fenwick. À chaque fois, j'ai dit, je suis pas compétent, je suis pas psychiatre, et je répondrai toujours la même chose. En revanche, la question qu'on peut se poser, qui à mon avis se pose quand même, c'est pas du tout la question de la folie qui ne nous concerne pas, parce qu'on n'a pas les compétences, c'est la question de l'aptitude à la fonction telle qu'elle est posée dans la Constitution américaine. La Constitution américaine a été amendée en 1967 par le 25e amendement, qui a, alors de manière très maladroite, malhabile, mais qui a posé cette question de l'aptitude à la fonction. Et aujourd'hui, incontestablement, quoi qu'on puisse penser de Donald Trump, quand on le voit poster en plein conflit sur l'Iran, sur un réseau social, une image de lui en Jésus guérisseur,
Bon, est-ce que c'est ce qu'on attend d'un président en pleine conduite de guerre ? Moi, je veux dire, encore une fois, c'est pas une question politique. Est-ce qu'on imagine, je sais pas, est-ce qu'on imagine un de ses prédécesseurs faire ça ? Je veux dire, donc chercher un équivalent. Oui, et justement, il y en a pas. Donc, c'est la question de l'aptitude à la fonction. Sauf qu'évidemment, la réponse fournie par la Constitution est complètement inapplicable, puisqu'il s'agirait que le vice-président Vance et une majorité du cabinet, c'est-à-dire du gouvernement, le déclarent inapte. Bon, on sait très bien que ça n'arrivera jamais, mais la question de l'aptitude à la fonction se pose quand même quand on voit certaines déclarations, certains comportements, et je le fais, moi, en ce qui me concerne, d'autant plus aisément qu'en montant, j'ai dit, quand j'ai constaté, par exemple, chez Joe Biden, que bon, il y avait quand même certains comportements qui étaient aussi erratiques d'un autre type, mais qui étaient aussi erratiques. Donc voilà, je pense que la question, par contre, de l'aptitude à la fonction telle qu'elle est posée dans la Constitution américaine peut se poser. La voix de la journaliste au Figaro, Eugénie Bastier, elle était l'invitée de l'émission C'est ce soir, animée par Karim Rissouli. Désormais, il y a une partie des droites européennes qui se dit on peut aussi finalement faire de l'alternance au sein de l'Union européenne et pas hors de l'Union européenne et droitiser finalement l'Union européenne. C'est le pari de Meloni. Je pense que le clivage progressiste-conservateur pro-UE, anti-UE est en train de s'estomper. Enfin, en tout cas, il ne se recoupe pas. On assiste aussi à un rétro-effet Trump, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un rejet de Trump là où Trump il y a nuit aux conservateurs au niveau, pas seulement en Europe, pas seulement en Hongrie. Il a nuit à Meloni en Italie avec son référendum. Il a nuit au Canada au référendum sur la réforme de la justice qu'elle a perdu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Trump est un boulet pour les droites conservatrices. Comment réagissez-vous à cette idée selon laquelle Donald Trump est en train de détruire le réseau qu'il a lui-même créé, ce réseau réactionnaire international qui était censé irriguer l'Europe? Gallagher Fenwick, pour commencer. La première chose, si vous voulez, c'est que, et je crois que j'ai vu cette très belle et très bonne émission, et Eugénie Bastier proposait une réflexion qui me semble être assez judicieuse, qui est que cette droite réactionnaire, elle est quand même très féconde. Davantage féconde en matière d'idées en ce moment que la gauche qu'elle appelle effectivement progressiste. Là, c'est une première chose. Donald Trump n'a pas vraiment construit ce réseau. Il est plutôt théorisé, entretenu par des gens autour de lui comme Steve Bannon. Je parlais de Peter Thiel, justement, ces gens-là qui a vitalisé, qui se déplacent. Oui, il a incarné dans une certaine mesure, une sorte de phare peut-être, etc. En l'occurrence, je ne pense pas qu'il l'affaiblit. Je pense qu'il affaiblit exactement l'inverse. Je vais les appeler les sociaux-démocrates, qui devraient s'inspirer de Madame Le Pen, Alice Weidel, la patronne de l'AfD. C'est-à-dire, expliquez-nous, les sociaux-démocrates devraient s'inspirer de Marine Le Pen ? Mais pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils disent non à Trump, très explicitement. Ils le renvoient dans les cordes. Ils lui parlent en souverainiste, en disant vous ne nous traitez pas comme ça, vous ne parlez pas comme ça du pape, vous ne parlez pas de l'Allemagne comme ça, vous ne vous comportez pas comme ça vis-à-vis de nos territoires. Alors que, par opposition à cette parole, on voit un Keir Starmer au 10 Downing Street qui est quand même très timide, très timoré, et la liste est longue de ceux que j'appelle maladroitement les sociodémocrates de manière un peu provocatrice, qui sont finalement bien plus timorés face à Donald Trump que tous ces autres avatars de ce que le président a appelé la droite réactionnaire ou l'international réactionnaire, qui eux finalement montent plus facilement au créneau et de manière bien plus explicite. Sur ce sujet, Corentin Cellan, en 30 secondes. Alors en 30 secondes, je crois qu'il faut distinguer Trump et ceux qui l'entourent. Donald Trump, il est surtout intéressé dans ses relations avec les autres chefs de gouvernement et chefs de parti par deux choses. Premièrement, par l'admiration qu'on peut lui porter à lui en tant que personne, et ça dépasse le clivage partisan. Il peut très bien s'entendre avec des gens qui ne sont pas du tout de son bord. Et deuxièmement, il aime les gagnants. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu sur Viktor Orban. Viktor Orban a été très rapidement, enterré d'un revers de main. Il y a les winners et les losers. Donc dès qu'on est un loser, on l'intéresse plus. Donc de ce point de vue-là, est-ce que son poids, et là je rejoindrai Gallagher Fenwick, son poids est sûrement moins important que des personnes qui travaillent vraiment comme Steve Bannon à l'établissement de ces relations transatlantiques des droites radicales. Merci de nous avoir aidé à décrypter l'indéchiffrable. Gallagher Fenwick, journaliste, éditorialiste de politique internationale. Corentin Cellan, professeur agrégé d'histoire en classe préparatoire au lycée Carnot de Dijon, spécialiste des États-Unis, chroniqueur de la politique américaine pour lesjours.fr. Merci beaucoup à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Antoine Héral, Diane de Vancey, Louise Morfois, Juliette Mouelic. À suivre après le journal, une question: pourquoi l'esclavage des Roms a-t-il été oublié ?